Comme les fameux canaux du 19e siècle ou les visages du 20e siècle, le Yéti martien est l'attrape-nigo du 21e siècle. Parfois, les gens ne savent pas différencier les faits et la science-fiction. S'il y a de la vie sur Mars, ou s'il y en a eu, elle a dû se développer très tôt dans l'histoire de la planète, quand celle-ci possédait encore un champ magnétique qui la protégeait des radiations de l'espace. C'est dans la croûte que réside la preuve de l'existence ancienne d'un champ magnétique. La plupart des roches renferment un champ magnétique qui a gelé lorsqu'elles se sont solidifiées. Ces roches magnétiques dispersées sur toute la planète rouge offrent une version martienne des aurores boréales, comme on l'a découvert en 2008, et bien qu'elles ne soient pas visibles à l'œil nu. Sur Terre, lorsque des particules chargées du Soleil sont captées par les lignes du champ magnétique terrestre et s'écrasent dans l'atmosphère, elles émettent un rayonnement et apportent de l'énergie à l'atmosphère. Récemment, la sonde européenne Mars Express a détecté des aurores sur Mars. Mais que se passe-t-il réellement si des particules chargées glissent le long des lignes de ce qui reste de champ magnétique? Mais comment Mars a-t-elle perdu son champ magnétique? Selon une théorie, alors que Mars se refroidissait il y a un peu moins de 4 milliards d'années, son noyau ferreux en fusion s'est solidifié et a cessé de fonctionner. Les mouvements à l'intérieur du noyau n'étaient pas suffisants pour générer un courant électrique et produire un champ magnétique. Mais il existe une hypothèse qui envisage un phénomène plus rapide et beaucoup plus violent. Selon une théorie récente assez controversée, Mars avait une ou plusieurs lunes assez grosses qui interceptaient les satellites. Et ces lunes réchauffaient l'intérieur par un phénomène de marée et le gardaient en fusion, ce qui générait des courants et produisait un champ magnétique. Mais si, 500 millions d'années après la formation de Mars, ces lunes s'étaient écrasées sur la planète, cela aurait pu détruire le champ magnétique. La plupart des spécialistes n'adhèrent pas à cette théorie. Ces lunes pouvaient-elles être assez grosses pour causer de tels dégâts? L'idée que des lunes, satellites de Mars, se seraient écrasées sur elle au cours de son premier milliard d'années est peu probable. Mais ce n'est pas complètement impossible. C'est autour de ce météorite martien, ALH 84001, que se croisent les interrogations sur le champ magnétique de Mars et d'éventuelles formes de vie. En 1996, des scientifiques affirment qu'elle contiendrait des microbes martiens fossilisés. Mais d'autres disent qu'il ne s'agit pas d'éléments biologiques. À partir de là, les spécialistes ont travaillé sur cette petite météorite de la taille d'une pomme de terre pour en extraire un maximum d'informations. De nouveaux résultats ont été présentés. En avril 2010, des chercheurs équipés de nouveaux outils radioélectriques annoncent que les précédentes hypothèses sur la météorite sont fausses. Elle a environ 1 milliard d'années de moins que ce que l'on pensait. Auparavant, on avait daté la roche d'une époque où Mars était encore en train de se solidifier, trop tôt sans doute pour que les microbes aient pu se développer. La nouvelle datation donne à la météorite un peu moins de 4,1 milliards d'années. 4,1 milliards d'années. Si Mars a été habitable, ce serait à ce moment-là, car on pense qu'alors de l'eau s'écoulait à la surface, qu'il y faisait plus chaud et que l'atmosphère était plus épaisse. Mais comment une météorite martienne a-t-elle pu arriver sur Terre? C'est la question que nous pose Christina M. de Dallas, au Texas. Elle nous a envoyé un SMS. Comment un morceau de planète peut-il se détacher et atterrir sur une autre? Bonne question, Christina. Nous avons trouvé sur Terre des météorites qui viennent indéniablement de Mars. On en connaît environ 50.
Nous pensons que, de temps en temps, des astéroïdes percutent Mars et projettent des morceaux de roche dans l'espace. Ensuite, la force gravitationnelle de la Terre les attire. Ils atterrissent et nous les trouvons. C'est ainsi que nous sommes amenés à étudier des morceaux de Mars sur Terre. En 2010, la NASA annonce que les instruments de microscopie électronique dont est équipé ALH 84001 ont montré des grains de cristaux d'oxyde de fer, appelés magnétites, similaires en forme et en dimension à ceux produits par certaines bactéries qu'on trouve dans les océans terrestres. Sur Terre, les bactéries ont trouvé comment développer en elles des cristaux de magnétite, qui les aident à s'orienter d'après le champ magnétique terrestre lorsqu'elles se déplacent dans l'océan ou cherchent de la nourriture. Les cristaux de ALH 84001 sont-ils de la magnétite fossilisée créée par des bactéries martiennes pour leur permettre de chasser et de se nourrir dans un ancien océan lorsque Mars avait encore un champ magnétique il y a plus de 4 milliards d'années? S'il s'agit bien de fossiles, ils montrent qu'une forme de vie assez sophistiquée était autrefois présente sur Mars. On est encore en plein débat. Il y a encore pas mal de travaux scientifiques en cours et de nombreuses discussions à propos des météorites martiennes et des preuves de vie martienne. Mais la preuve la plus récente et la plus convaincante ne se trouve pas dans une météorite, mais sur la planète même, bien qu'elle soit invisible à l'œil nu. Pendant des années, les spécialistes ont suivi la piste de l'eau. Mais il pourrait exister un autre élément intéressant. Entre 1999 et 2009, des observations spectrographiques ont permis de détecter sur Mars une combinaison de carbone et d'hydrogène, du gaz de méthane. La découverte de méthane dans l'atmosphère de Mars a été une vraie surprise. Des bulles de ce gaz semblent venir de points chauds au cours de l'été martien. Le problème, c'est qu'il ne devrait pas y avoir de méthane sur Mars. La présence même de méthane sur Mars est un peu mystérieuse, car il ne tient pas. Sur Terre, la molécule de méthane est instable. Elle se désintègre au bout d'environ 3 siècles. Mais sur Mars, de puissants rayons ultraviolets et la foudre sèche, récemment découverte dans son atmosphère poussiéreuse, réduisent la durée de vie du méthane à quelques mois. Si on en trouve là-bas, cela signifie que quelque chose doit le recharger. Il ne tient pas, mais il est rechargé. D'où vient le méthane martien? Sur Terre, les volcans produisent de grandes quantités de méthane. Mais le mont Olympe, plus grand volcan du système solaire, n'est plus en activité depuis des millions d'années. Alors, d'où vient ce gaz? Le méthane peut être produit en sous-sol quand la roche basaltique se transforme en un minéral appelé serpentine et libère du méthane, qui peut alors s'infiltrer dans le sol et ressortir dans l'atmosphère. Mais ce processus nécessite la présence d'eau chaude. Et pour l'instant, on n'en a pas trouvé sur Mars. Les volcans que nous connaissons sur Mars pourraient-ils être en activité? Cela serait intéressant. Y aurait-il un phénomène de chimie aqueuse en surface que nous ignorons? À moins que cela relève du domaine de la biologie. Sur Terre, 90% du méthane est issu des bactéries animales ou végétales. Le méthane martien pourrait-il venir de colonies souterraines de bactéries? La découverte du méthane sur Mars a conduit les journaux à annoncer en gros titres que nous avions découvert des preuves de vie sur Mars. Il y a eu des tas de spéculations sur d'éventuelles créatures martiennes. Mais si la découverte de méthane sur Mars est intéressante, elle ne signifie pas que nous avons trouvé des créatures en train de gambader sur la planète rouge. Ce pourrait être une preuve de vie. C'est une direction à suivre et au bout, nous trouverons peut-être la vie. Aujourd'hui, la priorité pour les explorateurs est de trouver la source de ce méthane. C'est un des objectifs des prochaines sondes martiennes.
Nous voyons là une version de l'astromobile Mars Science Laboratory au banc d'essai. Quand il sera à la surface de Mars, il pourra mesurer la quantité de méthane et nous aurons enfin des réponses. Le Mars Science Laboratory, surnommé Curiosity, sera lancé à l'automne 2011 et se posera en 2012. Il a la taille d'une petite voiture et utilisera une nouvelle technique d'atterrissage, la grue volante. À 20 mètres au-dessus du sol, l'astromobile est séparé de l'étage de descente et descendu par des câbles. Il descend petit à petit vers le sol. Lorsque les roues du robot se posent, l'étage de descente le détecte, il détache les câbles, puis s'envole et va se poser plus loin en toute sécurité. Le robot est alors au sol, sur ses roues, prêt à travailler. Le radar à haute fréquence, essentiel pour l'atterrissage de la grue volante, a été monté sur un hélicoptère et conduit à la base aérienne d'Edwards, en Californie, pour réaliser des essais. Avant d'aller sur Mars, on fait d'abord tout un tas de simulations et d'analyses pour voir ce à quoi s'attendre en termes d'angle de descente et d'altitude du parachute. Pendant l'entrée, la descente et l'atterrissage, le radar indique la distance du sol et la vitesse de l'engin. Les informations permettent au système de contrôle de guider les propulseurs et d'assurer un atterrissage en douceur. On teste par morceaux, ici et là, mais le premier test réel aura lieu sur Mars. La mission principale de Mars Science Laboratory est de rechercher des traces d'anciens habitats. L'astromobile se déplacera vers des zones qui ont été autrefois détrempées d'eau et qui ont pu capturer des éléments organiques. Donc si on trouve ce genre de strates, on peut rouler sur ce type de roches, les forer et en extraire du matériau. Cela peut dire avec précision de quoi la roche est composée et s'il s'y trouve de la matière organique. Le Mars Science Laboratory sera un maillon supplémentaire dans la chaîne d'exploration déployée pour comprendre ce point rouge qui brille dans le ciel nocturne. Quand on rassemble toutes les preuves, on éprouve le besoin d'en trouver de nouvelles. On ne sait pas comment Mars a perdu son champ magnétique. On ne sait pas exactement comment elle a perdu son atmosphère. On ne sait pas non plus où est passée l'eau, si le méthane a été produit par une forme de vie, ou s'il est le résultat de réactions chimiques abiotiques. Peut-être pourra-t-on au XXIe siècle répondre aux questions qui ont déconcerté les XIXe et XXe siècles. J'ai posé la question à 5 autres scientifiques. À votre avis, combien de chances y a-t-il pour qu'il ait existé des formes de vie sur Mars ? 4 d'entre nous pensent qu'il y a plus de 90% de chances qu'il y ait eu, et qu'il y ait peut-être encore, de la vie sur Mars. Et 2 d'entre nous ont répondu moins de 15%. La question suivante était, si vous pensez qu'il y a moins de 15% de chances, cela vaut-il la peine de continuer à chercher ? Ils ont répondu immédiatement, absolument. Je ne crois pas que les robots, les sondes et les satellites trouveront de la vie sur Mars. Mais cela va sans doute nous occuper. Et un jour viendra où l'on ira sur Mars, on creusera, on forera, on réfléchira, on replacera les choses dans leur contexte et on arrivera à assembler les pièces de ce puzzle complexe. Et je suis optimiste. Je pense qu'on trouvera alors une preuve de vie passée ou présente.